Bon, alors on va ouvrir la session. Je pense qu'il y a quelques collègues qui sont en route, mais pas trop perdre de temps. On va commencer. Alors, moi, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout américaniste, donc the floor is yours. Je peux vous parler de famille irlandaise ou du continent irlandais, mais pas du tout de civil américaine. Je serai là pour modérer, mais c'est tout. Claire, je te laisse, the floor is yours. Parfait. Merci beaucoup de m'inviter à cette table ronde pour pouvoir, présenter un sujet qui me tient à cœur. Alors je précise que c'est un sujet qui a été, pensé par Julie Assouli et moi-même. Julie ne peut pas être, là aujourd'hui et elle en est désolée, elle, organise un colloque. Mais je vais parler, pour elle et donc j'emploierai le «nous». Voilà, donc en ce qui concerne la nature du sujet, c'est un sujet d'histoire politique, culturelle et industrielle. Lorsque nous avons pensé cette question d'option, la grève des scénaristes d'Hollywood battait son plein et notre sujet s'inscrivait donc, dans une continuité. Et les luttes de la Writers Guild of America et l'Alliance of Motion Picture and Television Producers démontraient à quel point les industries de l'écran pèsent dans l'économie et la politique américaine. Nous avons également souhaité apporter plus de cinéma à l'agrégation d'anglais, sous une autre forme que celle de l'adaptation. Il y a eu relativement peu de sujets combinant cinéma et civilisation, ce qui est étonnant, tant Hollywood est une industrie stratégique. Cet élément sera au cœur du sujet. Les autres sujets ont été le crime organisé à la ville et à l'écran aux États-Unis, en 2002-2003 et la construction de l'Ouest américain dans le cinéma hollywoodien en 2018-2019. Et nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir à nouveau traiter de l'histoire fascinante d'Hollywood au prisme des luttes politiques qui l'ont parcouru. Une question intitulée «L'anticommunisme et la chasse aux sorcières» a été proposée à l'agrégation en 1995, il me semble. Elle proposait sur une période très restreinte d'explorer le macartisme dans tous ses états, puisqu'évidemment la purge anticommuniste n'a pas concerné qu'Hollywood. Nous avons souhaité nous pencher sur l'industrie hollywoodienne exclusivement, mais proposer une analyse plus englobante des idéologies de gauche à Hollywood et ancrée dans le temps long, pour rendre compte des bouleversements à Hollywood au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, il faut bien commencer et s'arrêter quelque part et penser aux agrégatives et agrégatifs qui travailleront avec acharnement sur la question. En réalité, nous aurions pu commencer l'étude dès les débuts du cinéma, puisque l'autocensure du cinéma a commencé bien avant 1933 et qu'il y a eu une première peur rouge. Nous pensons particulièrement au procès des anarchistes Sacco et Vanzetti et le fait que le gouvernement demandait à Will Hayes, à la tête de la MPPBA, de censurer les images de leurs funérailles. Nous avons pensé le sujet sur le temps long et j'insiste sur ce point. Ce qu'ont fait les historiens dits révisionnistes des années 1970-1980. Le texte de cadrage porte sur deux moments: l'émergence des idéologies de gauche de manière plus prononcée à l'aune du New Deal et la chasse aux sorcières, dont il est communément admis qu'elle débute au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Nous souhaitons cependant insister sur le fait qu'évidemment, l'existence et la résistance des gauches perdurent pendant la chasse aux sorcières et que l'anticommuniste est bien évidemment présent sur la période des années 30. Et c'est en ce sens que nous avons pensé le troisième volet de la question, celui des résistances, afin de véritablement lier les événements sur toute la période. Nous avons, comme vous vous en doutez, été très limités dans le nombre de mots pour nous conformer au modèle de texte de cadrage requis par le ministère. À cette occasion de la table ronde, ce que je vais faire, c'est compléter ce texte de cadrage, qui forcément était très limité, et dans lequel nous avons dû, couper, un certain nombre d'éléments. Alors tout d'abord, quelques considérations sur le statut des films cités en fin de bibliographie. Donc, nous avons proposé une bibliographie non exhaustive, à la SAES. Elle sera complétée, l'année prochaine par les ouvrages de concours. Julie Assouli et moi-même, écrivons actuellement, l'ouvrage pour Atland. Nous allons faire, tout notre possible, hein, pour qu'il soit, publié au cours du premier semestre.
Donc je signalerai, à la SAES et à la FE la parution, de l'ouvrage. Donc quelques considérations sur le statut des films cités en fin de bibliographie. Nous souhaitons préciser d'entrée de jeu qu'il ne s'agira pas d'analyse filmique en tant que telle ici, au sens de l'esthétique, des mouvements de caméra, etc. Nous souhaitons privilégier l'étude des luttes de pouvoir qui sous-tendent l'industrie du cinéma aux différents niveaux de conception des films. Donc écriture, production, réalisation technique, création artistique, interprétation. Envisager le cinéma dans cette question comme une industrie, c'est d'abord prendre conscience des différents corps de métier qui coexistent au sein de cette industrie, leur rôle, leur pouvoir, les tensions qui les animent. Il faut donc en premier lieu prendre conscience, pour les agrégatifs et agrégatifs, de ce système pyramidal, au sommet duquel règnent les directeurs de studio, les moguls, les réalisateurs, les acteurs, les techniciens et les scénaristes. La période étudiée, 1933-1957, correspond à la période classique hollywoodienne. Nous signalons à ce sujet un ouvrage très complet qui vous permettra d'en saisir les enjeux économiques, techniques, politiques et culturels. C'est The Classical Hollywood Cinema, Film Style and Mode of Production to 1960 de David Bordwell, Janet Steiger et Kristin Thompson. Il y a également beaucoup d'ouvrages sur ce sujet par Jacqueline Nakache, Jean-Loup Bourget, Pierre Berthommieux, pour ne citer vraiment que quelques-uns d'entre eux. Pour comprendre les Moguls, leurs origines, leurs motivations, nous vous conseillons l'ouvrage de Neil Gabler, An Empire of Their Own. Donc, tous ces ouvrages sont cités dans la bibliographie. Cet ouvrage de Gabler explique la formation des grands studios, les majors et le rôle joué par une poignée d'immigrés juifs d'Europe de l'Est dans la fondation d'Hollywood. Il s'agit d'un sujet d'histoire politique consistant à identifier, définir et analyser les idées de gauche qui circulent devant et derrière la caméra. La façon dont elles se manifestent dans un premier temps entre 1933 et 1947 et dont elles sont censurées dans un second temps entre 1947 et 1957. Comment elles parviennent à survivre à l'écran par la métaphore et à la ville, soit dans des actes de résistance ouverte, soit par des stratégies détournées. Plusieurs récits de ces stratégies sont disponibles dans les biographies des personnalités victimes du macartisme. Celles du scénariste Dalton Trumbo et de l'acteur africain-américain Paul Robeson sont particulièrement intéressants pour cette partie du film. La question est donc divisée en deux moments qui s'interpénètrent. Le premier s'étend de la mise en place du New Deal en 1933 aux auditions, les hearings de 1947, organisées par le HUAC, House Un-American Activities Committee. Alors, une petite précision, certains emploient le féminin pour désigner HUAC. À l'instar de nombreux historiens français, nous privilégions le masculin pour comité, mais commission en français pourrait justifier l'emploi du féminin si le nom est néanmoins francisé, la commission des activités anti-américaines. Ces deux emplois nous semblent donc acceptables lorsque les agrégatifs et agrégatifs feront l'entretien en français. Les bornes chronologiques du sujet permettent de comprendre l'effet de contre-coup de la chasse aux sorcières et de la liste noire, qui apparaît comme une réaction violente contre le communisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la puissance soviétique, mais permet également de démontrer comment ce sentiment anticommuniste a permis, sous couvert de patriotisme, de rejeter en masse toutes sortes d'idées de gauche, allant du progressisme au syndicalisme, au socialisme. Des idées communistes circulaient à Hollywood, mais elles étaient plutôt marginales. Et elles étaient bien sûr tout à fait différentes du communisme européen et du communisme russe, ce dont les agrégatifs et agrégatifs devront être conscients. Néanmoins, nous insistons une fois encore sur la question du temps long. Le texte de cadrage, initialement, mentionnait les efforts de Martin Dees Jr. On a été forcé de couper cette partie. En 1938, il était le premier à présider le HUAC et désigna Hollywood comme un nid d'idéologie subversive. Voilà. Donc, cette accusation, cet anticommunisme précède bien évidemment 1947. En termes
d'historiographie, il y a assez peu d'écrits universitaires traitant de ce sujet controversé avant les années 80-90. Une grande partie des ouvrages les plus pertinents sur le sujet paraissent au début des années 2000, ce qui est une indication du caractère très sensible de cet épisode sombre de la démocratie américaine. Alors je reviendrai sur l'historiographie en fin de mon propos. Nous souhaitons indiquer que, bien que le sujet soit centré sur Hollywood, il conviendra bien sûr de replacer Hollywood dans son contexte historique, politique et social. Si la question débute avec la présidence Roosevelt, marquant un virage progressiste, il convient de garder à l'esprit la décennie précédente, dominée par les républicains, et une politique ultralibérale caractérisée par la dérégulation et un fort sentiment anticommuniste dont l'apogée prend la forme des Palmer Raids, une protoforme d'anticommunisme organisée par l'État fédéral. Ce rejet est principalement alimenté par la peur du bolchevisme, qui a triomphé en 1917 et donné lieu à l'émergence de l'Union soviétique, dont les principes sont diamétralement opposés au capitalisme états-unien, mais également par des incidents impliquant des anarchistes. Le communisme aux États-Unis est alors synonyme de violence qui effraie les Américains. Il est par ailleurs lié à l'immigration, à la peur de l'étranger, dans un contexte d'urbanisation rapide et de vagues successives d'immigration d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud. Et donc, bien évidemment, les Muggles à Hollywood, étant juifs immigrés d'Europe de l'Est, seront concernés par cette vague d'anticommunisme. La crise de 29 et la Grande Dépression marquent un retour à des politiques progressistes et justifient un engagement fort de l'État fédéral qui prend la forme du New Deal en 1933. Alors, sans rentrer dans les détails, parmi les nombreuses réformes mises en place par Roosevelt, le New Deal promeut la protection des travailleurs par les organisations syndicales avec le Wagner Act de 1935. La circulation d'idées de gauche à Hollywood est donc d'abord liée à une tendance nationale au soutien populaire des réformes du New Deal. Et Hollywood joue le jeu, avec des films tels que Our Daily Bread de King Vidor ou les films de Frank Capra, Meet John Doe, Mr. Deeds Goes to Town. Mais le système pyramidal d'Hollywood ne correspond pas à l'idéal rooseveltien. La Warner est cependant parmi les studios les plus progressistes de l'époque. Le Wagner Act a pour effet la formation des syndicats Screen Actors Guild et Screenwriters Guild of America, offrant une alternative aux syndicats beaucoup plus conservateurs PIAT. Une autre source d'émergence d'idées de gauche à Hollywood est le soutien aux groupes antifascistes durant la guerre d'Espagne, suivi pendant la Seconde Guerre mondiale par le changement de statut de l'Union soviétique. Dans les années 30, de nombreux employés d'Hollywood, souvent, mais pas uniquement les moins bien traités, les scénaristes, les techniciens, les acteurs débutants, se syndiquent et demandent de meilleures conditions de travail. Qu'ils aient été attirés par la gauche, de l'une ou l'autre façon ou des deux, ces employés d'Hollywood participent à des meetings, organisent des discussions et laissent des traces de leur engagement qui seront plus tard utilisées à charge par le HUAC. Par ailleurs, outre ces deux événements, on a une tradition d'artistes engagés à gauche qui préexistait, notamment dans le milieu du théâtre new-yorkais, pour Clifford Odets ou Dorothy Parker, des personnalités qui ont travaillé momentanément à Hollywood. Nous signalons l'ouvrage de Paul Buell, cité dans la bibliographie, Marxism in the United States, A History of the American Left, qui nous semble particulièrement intéressant pour traiter de toute la question du contexte qui entoure les idéologies de gauche à Hollywood. Et notamment, dans cet ouvrage de Paul Buell, nous signalons le chapitre 5, Rise of the Culture Critique, 1925-1940. C'est une lecture utile, bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement d'Hollywood, car l'auteur y définit les différentes sensibilités et idéologies de gauche. Alors, quelle est la place donnée à la période de la Seconde Guerre mondiale? Elle ne constitue pas le cœur du sujet. Néanmoins, il faudra mentionner auprès des agrégatives et agrégatifs la période de cette Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement fédéral, par le biais de l'Office of War Information, OWI, et l'Office of Strategic Services, OSS,
Donc la propagande blanche et la propagande noire demanda explicitement à Hollywood d'être propagandiste. Ce qu'Hollywood fit, et cela se retourna contre l'industrie par la suite, puisqu'il fut établi clairement qu'Hollywood pouvait être une arme de guerre psychologique. Et ici, je cite, un mémorandum de la CIA, qui, a été publié, ces dernières années. On mentionnera également le film Mission to Moscow de Michael Curtis, qui fut par la suite utilisé par le HUAC pour prouver qu'Hollywood était pétri d'idées subversives. Donc, cette période est quand même une charnière, et il nous semble important de la mentionner lors des cours, lors de la préparation, pour que les agrégatives et agrégatifs perçoivent la continuité entre la période New Deal et la période de l'anticommunisme. Alors, de très nombreux ouvrages ont été publiés sur les hearings, les auditions, sur l'anticommunisme, sur la liste noire. Nous conseillons tout particulièrement les ouvrages et articles des grands spécialistes, notamment Larry Sipler, qui a littéralement consacré sa carrière à cette période. Également Thomas Doherty, qui propose un ouvrage qui est assez équilibré sur la période. Également Tom Anderson, et l'ouvrage coédité par Frank Krupnick, Steve Neal, Brian Neve et Peter Stanfield. S'il y avait des personnalités, des universitaires américains que vous voudriez inviter dans vos journées d'études ou dans vos colloques sur la question, je vous suggère de contacter Thomas Doherty, qui est un collègue particulièrement sympathique et vraiment tout à fait érudit sur la question. D'autre part, nous avons souhaité accorder une place à la résistance, comme je l'ai indiqué en tout début de propos, et notamment au rôle des minorités, dont il nous semble qu'elles ont été peu étudiées sur cette période. C'est pour cela que la bibliographie est malheureusement assez restreinte sur cette question. Cependant, on peut se baser sur les ouvrages mentionnés dans cette bibliographie. Nous voulons que les agrégatives s'intéressent autant que faire se peut au rôle des femmes, parce qu'on a Lillian Hellman, on a Lena Horne qui ont souffert de l'anticommunisme également. Les Africains américains, Paul Robeson en particulier, a été convoqué par le HUAC. Et vraiment, la question des droits civiques est, à notre sens, intimement liée à la période. Elle fait bien évidemment partie de l'anticommunisme. D'autant plus que les idées progressistes qui circulaient à Hollywood étaient centrées sur l'accès des minorités à plus de films, plus de métiers au sein de l'industrie hollywoodienne, qui était tout de même majoritairement masculine et blanche. Nous conseillons en ce sens l'ouvrage et les articles de Gerald Horne sur Paul Robeson. Donc c'est le spécialiste Paul Robeson sur la période. Une des difficultés qu'il va falloir signaler aux agrégatives et agrégatifs sur la question est l'identification des multiples personnages qui peuplent cette période. Il me semble que c'est un point de difficulté de la question, tant il y a de personnes et d'entités, avec des points de vue différents, donc conservateurs, progressistes, et cetera. À cette fin, nous avons proposé quelques ouvrages sur l'histoire hollywoodienne, en fin de bibliographie, pour permettre aux collègues de comprendre comment l'autocensure s'est inscrite au cœur de l'industrie. Les raisons pour lesquelles la MPPDA a été formée, donc l'association des producteurs. Pourquoi Will Hayes a été recruté pour permettre à l'industrie de se défendre contre l'ingérence du gouvernement fédéral. Comprendre comment les studios forment un trust véritablement et comment ils cherchent à défendre ce trust. Pourquoi la question de la propagande a été si complexe au sein d'Hollywood, les différents courants politiques qui traversent Hollywood, les luttes de pouvoir entre scénaristes, acteurs, producteurs et les différentes
identités politiques des studios. Paramount étant particulièrement vu comme conservateur, le studio Warner comme progressiste, par exemple. Et cette période est d'autant plus complexe qu'il est établi aujourd'hui qu'Hollywood était infiltré par des agents du gouvernement. Et je conseille à ce propos l'article de David Eldridge, on a mis une étoile dans la bibliographie, sur Luigi Ruasci à la Paramount. Donc, il est établi que Ruasci était l'informateur de la CIA et voilà, qu'il était là pour surveiller véritablement les contenus. Il faut également comprendre à quel point les studios étaient tributaires des financiers new-yorkais et de leurs investissements. Les films ne pouvaient pas se faire sans financement et les banques new-yorkaises étaient particulièrement impliquées dans la politique des studios. Et la conférence au Waldorf Hotel fut le résultat, entre autres, de cette pression financière exercée sur les producteurs. En somme, cette question invite à penser la complexité d'une industrie stratégique, tant d'un point de vue économique, politique, géopolitique et culturel. Pour finir, il sera nécessaire de laisser une très large place à l'historiographie. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'espace dans le texte de cadrage pour développer cette partie. J'insiste néanmoins sur ce point. Il va de soi que la période a fait l'objet de multiples interprétations, progressistes comme conservatrices, avec une interprétation conservatrice au cours de la période, un tournant révisionniste dans les années 70, c'est-à-dire les blacklistés vus comme victimes. Donc, au cours de la période, ils sont vus comme coupables. Dans les années 70, ils sont vus comme des victimes et non des coupables. Donc, c'est pour cela que nous avons cité l'ouvrage de Navaski dans la bibliographie. On a de nouveau un tournant conservateur dans les années 80-90 à l'aune du réganisme. Donc, nous avons cité l'ouvrage de Kenneth Billingsley. Et on a un nouveau tournant révisionniste dans les années 2010-2020 avec des angles un peu plus historiens dans le sens où des témoignages ont ressurgi, des archives ont été ouvertes, notamment les archives du FBI, de la CIA. Et on a des ouvrages qui sont un peu moins politisés sur la période. Hem et évidemment, on a une libération de la parole sur une période qui est particulièrement sombre et sensible de l'histoire du XXe siècle. Nous voulons enfin signaler aux préparateurs la liste de films que nous suggérons en fin de bibliographie. Il nous semble essentiel d'en connaître les contenus, que les agrégatives et agrégatifs en connaissent le contenu et nous signalons également le podcast, You Must Remember This, qui est particulièrement bien documenté. Il nous semble qu'il sera vraiment d'une grande aide pour, les candidates et candidats. Voilà, je me tiens, à votre disposition pour des questions. N'hésitez pas et également Julie Assoulet et moi-même, nous restons disponibles par email. Pour que vous nous contactiez, pour, nous poser des questions supplémentaires, voilà et puis, il y aura, très probablement, des organisations de journées d'études, des ouvrages à paraître, des articles. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Et puis merci à Julie qui ne pouvait pas être avec nous ce matin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, on va juste faire un test pendant une seconde pour voir si. Est-ce que Pierre, tu peux me dire si tu entends bien la question et sinon je fais le problème. Pierre, c'est Zachary, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Salut Zachary. Salut, donc j'ai plein de questions, mais je vais essayer de me restreindre. La première, c'est sur l'intitulé de gauche. C'est au singulier dans le titre anglais du programme, c'est au pluriel. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est sur ce qui peut être inclus dans les idées de gauche. Parce que dans l'encyclopédie de la gauche américaine, coéditée par Bill que tu as cité, il exclut complètement les mouvements réformateurs. Donc, par exemple, le New Deal, etc. Donc, comment doit-on comprendre gauche dans, dans la préparation du programme? D'accord. Alors, nous avons été confrontés à ce problème lorsqu'il a fallu, choisir un titre en anglais.
Et nous avons hésité à mettre lefts au pluriel, il existe. Néanmoins, il nous a semblé qu'en anglais, en fait, on va utiliser le terme de left, et ensuite détailler les différents courants de la gauche. Hem, Au départ, nous avions pensé, au titre «Hollywood et la gauche». Mais au fur et à mesure de, notre élaboration du sujet, nous avons voulu insister sur le fait qu'il y a vraiment diverses idéologies de gauche, aux États-Unis et à Hollywood, que le communisme à Hollywood n'est pas le communisme européen ou russe, qu'il s'apparente parfois au socialisme, parfois au progressisme, et en ce qui nous concerne, il nous semble et ici je vais, contredire, l'ouvrage que tu mentionnes, parce que à notre sens, il nous semble que ces courants réformateurs du New Deal sont une première expression, de la gauche, des gauches, on va dire, et notamment à Hollywood. On voit quand même que, l'émergence des syndicats est vraiment une demande, qui, heu, qui émane de scénaristes, d'acteurs, de techniciens qui souhaitent avoir, plus de droits, plus de considération, plus d'avancées sociales, de meilleurs salaires et cetera. Donc à notre sens, il s'agit de gauche au pluriel, et véritablement, pour nous, le New Deal en fait partie de ces gauches. Ah, merci beaucoup. Et j'ai une deuxième question par rapport au film. Mmh mh. Pour avoir une vision large du terme de Hollywood, parce que vous avez inscrit dans la liste des documentaires gouvernementaux, Mmh mh. Power and the Land, un documentaire aussi financé par des groupuscules de gauche, Native Land. Donc, voilà, est-ce que c'est simplement Hollywood, les films produits à Hollywood ou des films en général américains? Heu Alors en fait, pour ces 2 documentaires, c'était plutôt à titre informatif, pour que les agrégatives et agrégatifs, puissent s'informer un peu plus, sur la période. Hem, il aurait sans doute fallu les détacher, en réalité du corpus de films véritablement produits à Hollywood. Hem on a composé la bibliographie peut-être un petit peu rapidement. Il nous semble, hein, qu'il faut plutôt, dans le traitement de la question, s'il faut inclure les films, ça sera plutôt, les films, véritablement produits à Hollywood par les scénaristes hollywoodiens, avec les acteurs hollywoodiens et cetera. Donc pas les documentaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'interrogation. Qu'est-ce qu'on comprend par contenu des films, par exemple? Je vois dans la filmographie, par exemple, que les agrégats sont censés pouvoir parler de ces films sans analyse filmique, mais en fait, là où ça montre, par exemple, les essais de détourner, par exemple, parfois les restrictions. Enfin, À quel point ils sont censés maîtriser en fait. oui, finalement. enfin, et en quel type de discours, quel registre, qu'est-ce qu'on comprend par contenu de ces films? C'est le récit, c'est... Alors pour nous, il s'agit véritablement du récit. Vraiment le synopsis, éventuellement, lorsqu'il s'agira de parler de censure, éventuellement parler, de l'ellipse ou, le passage par, des métaphores. Mais, lorsque je dis que l'esthétique des films n'est pas privilégiée, on ne va pas demander, comme on avait demandé pour l'Ouest américain, à ce que les étudiants analysent des séquences. Ça n'est pas du tout le but de cette question. Donc, pas d'analyse de plan, il n'est pas nécessaire de maîtriser du vocabulaire technique.
Absolument pas. Pour nous, c'est véritablement le contenu. Par exemple, pour Mission to Moscow, il a été reproché à ce film d'être pro-staliniste, pro-Staline, pardon. Euh, donc voilà, c'est plutôt cette dimension-là qui nous intéresse dans la filmographie. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non. Je pense qu'on va terminer là. Merci beaucoup, Claire. Merci aussi beaucoup à Lévis. Puis, on va clore la session. Last couple of questions, just in case. Non? Ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous d'être venus. Merci. Merci, au revoir.